Bonjour et bienvenue sur le podcast de Parents Voyageurs. Je suis Émilie, passionnée de voyages, de rencontres et de découvertes. Dans ce podcast, je donne la parole à des familles voyageurs, qu'ils soient expatriés, nomades, tour-du-mondistes ou simples touristes. Nous explorons ensemble les différentes facettes du voyage en famille. Le podcast est disponible partout, sur le blog bien sûr, sur votre plateforme d'écoute préférée et sur la web radio Allô la planète. Alors détendez-vous, embarquement immédiat pour un nouvel épisode. Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai le plaisir d'interviewer Salomé. Salomé et Thomas ont décidé de parcourir le monde avec leurs enfants à bord d'un voilier. Ils ont pris le large depuis la Nouvelle-Zélande, traversé l'océan Indien et exploré pas moins de 17 pays. Ils ont dû affronter les défis de la vie en mer pendant environ 16 mois. Entre moments de liberté pure, défis logistiques et apprentissage constant, cette aventure les a transformés. Dans cet entretien, Salomé revient sur leur incroyable périple et nous raconte tout, de long en large. J'espère que cette histoire vous plaira. En tout cas, je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Salomé, merci de venir partager ton aventure sur le podcast des parents voyageurs. Est-ce que, pour commencer, tu pourrais te présenter, toi et ta famille ? Bien sûr, donc je m'appelle Salomé, j'ai mon conjoint Thomas et mes deux enfants Zéphyr et Azur, qui j'ai fait un demi-tour du monde à la voile en partant de Nouvelle-Zélande pour arriver en France. Est-ce que tu peux me dire comment vous avez eu cette idée folle de partir en voilier avec vos enfants ? Alors, il y a plusieurs choses à savoir. Déjà, j'ai été bercée par les récits de France Guilin, qui avait élevé ses enfants sur un voilier. Donc, on m'en parlait quand j'étais petite, donc je pense que ça a planté la graine. Ensuite, j'ai rencontré Thomas, qui était passionné de bateaux, qui travaille dans les bateaux, qui a toujours navigué. Donc, ça a consolidé l'idée. Et puis, on est parti s'établir en Nouvelle-Zélande après les études. Et là, on avait l'idée romantique de revenir en bateau. Et le temps que ça prenne forme, on avait 2 enfants. Donc, quand ça s'est concrétisé, on l'a fait avec nos enfants. J'imagine que c'est beaucoup d'années de préparation une fois que la décision est prise, non ? Alors oui, et puis il y a des petits obstacles de la vie, c'est-à-dire que la première fois qu'on a voulu acheter un bateau pour ce projet, le jour où on devait aller le récupérer, la personne nous a envoyé un texte en disant qu'elle ne le vendait plus. Donc ça nous a pas mal refroidi. Ça a été la première nouvelle. Ensuite, moi, quand j'ai eu les enfants, j'ai pris peur. J'avais peur de naviguer. Donc je me suis dit peut-être que ce projet, en fait, c'était un beau rêve qui va rester à l'état de rêve. Et j'ai un peu abandonné l'idée pendant un moment, jusqu'à ce qu'une amie qui faisait des cours de coaching m'invite à une séance avec elle qui était sur réaliser notre rêve impossible. Et là, c'était évident que c'était ça que je voulais faire avec mes enfants. Mais c'était quoi tes grandes peurs ? Alors en fait, on a eu un bateau plus petit qui n'aurait pas pu faire l'affaire pour faire le demi-tour du monde quand notre premier fils avait même pas un an. Donc là, c'était pour faire des excursions dans le golfe d'Auckland juste au week-end, quelques jours. Et quand j'ai eu le deuxième, en fait, j'arrivais pas à m'imaginer pour moi, il y avait forcément un adulte pour le bateau et j'arrivais pas à concevoir qu'il y ait un adulte pour 2 enfants. Voilà, je me disais si mes enfants savent pas nager, j'avais des peurs comme ça que ça puisse pas se passer. Je sais très bien qu'il y a des familles qui l'ont fait avec des enfants en bas âge, mais moi, il y a des peurs qui ont ressurgi et j'étais pas prête à courir ce risque avec mes enfants en bas âge. Ok. Ouais, donc du coup, tu as attendu que le chemin se fasse et puis avec ce coaching, ça t'a paru évident de poursuivre ce rêve. Oui, c'est ça. En fait, il fallait choisir 3 rêves qu'on avait et après, il fallait en sélectionner un. Et la façon dont j'ai procédé, c'est de me dire si jamais je mourais demain, quelle est la chose que j'ai pas faite, que je regretterais le plus? Et c'était vraiment d'avoir entrepris un voyage au long cours avec mes enfants, d'être confrontée à l'aventure, de leur transmettre une vie un peu plus naturelle, un peu plus connectée, dans l'intimité, dans la proximité et puis avec une connexion avec les éléments. Ton mari, lui, il gérait le projet. Est-ce qu'il avait aussi les peurs similaires ou pas du tout ? Alors, il avait moins de peur. Lui, il a eu des occasions pour faire des traversées océaniques. Et puis, il travaillait dans les bateaux, donc ça ne l'a jamais quitté vraiment. Et il se disait que peut-être il le ferait tout seul, en fait. Je pense qu'il était bien content quand je suis revenue à la maison en disant Mon chéri, on achète un bateau. J'imagine la surprise, ça devait être dingue pour lui, quoi. Le projet global, vous êtes parti combien de temps au total ? Alors, on est parti 16 mois. C'est à peu près ce qu'il faut pour rejoindre la Nouvelle-Zélande à la France en respectant les saisons, sans trop se presser, mais sans trop traîner non plus.
parce qu'on est très soumis à la météo. Ouais, ça justement, j'ai une question par rapport à ça. J'imagine que ça doit être un facteur hyper important. Et pourquoi ce trajet-là, vraiment Nouvelle-Zélande, Europe? Alors, celle-là, c'était, je pense que vraiment l'aspect romantique de rentrer de Nouvelle-Zélande après toutes ces années passées à l'étranger en bateau, nous paraissait comme, voilà, une façon un peu, glorifiante de rentrer. C'est vrai que quand on vit à l'étranger, on a toujours un peu ce truc de se dire que quand on rentre, il faut que ça en vaille la peine, qu'il y ait eu quelque chose d'accompli, là-bas. C'est un peu curieux, mais, on a du mal à se dire que c'est juste un retour en arrière et donc faire cette traversée dans ce sens-là, c'était un peu accomplir ce rêve, voilà, de rentrer à la voile, d'arriver, très doucement. Ensuite, c'est vrai que c'est pas un itinéraire qui est commun. Il y a à peu près 10 fois moins de gens qui le font, ou même, 100 fois moins que ceux qui traversent l'Atlantique, hein, en termes de nombre de bateaux. Mais ça se fait aussi et puis, on n'envisageait pas de voler jusqu'en France pour ensuite, reprendre un bateau en France et revenir en Nouvelle-Zélande. Voilà, ça paraissait, logistiquement un peu plus compliqué. Est-ce que tu peux nous expliquer avec quel type de bateau vous avez voyagé? Ah oui, alors le bateau qu'on a choisi, en fait, c'est pas un bateau de série. C'est un bateau qui a été conçu pour un homme et sa femme qui devaient faire des explorations en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il a été designé et construit en Nouvelle-Zélande. C'était les premiers temps du composite à la fin des années 70, début des années 80. C'est un monocoque avec un seul mât et puis qui est assez classique, tout en bois à l'intérieur, très très volumineux, donc qui permettait de stocker plein de nourriture, plein de vêtements vu qu'on allait passer à des endroits différents avec des climats différents et qui avait une sécurité plus puisque les gens qui l'ont navigué pendant 25 ans, c'était un couple de retraités qui l'ont eu de 65 à, ouais, de 60 ans à 85 ans. Et D'accord. ils faisaient toute leur navigation à deux, à part la dernière, où ils ont pris un équipier. Mais voilà, ça nous a encouragé à prendre ce bateau en sachant qu'il avait déjà navigué au long cours et qu'il était facile à manœuvrer à deux. Hmm, d'accord. Du coup, on a du mal à s'imaginer comment c'est finalement à l'intérieur, mais tu sais à peu près combien ça représente en mètres carrés en espace de vie finalement? Ah oui, pardon, oui, j'ai pas dit la longueur, effectivement. Oui, Donc c'est un monocoque de 12 mètres. Ouais, c'est pas négligeable. Alors 12 mètres, c'était un peu ma limite haute, juste parce que c'est beaucoup plus facile à caser dans les marinas, c'est moins cher pour plein de permis quand on rentre dans certaines zones. Et puis ça permettait quand même, enfin il est avec un cockpit central, donc en fait on a une cabine en pointe à l'avant, donc il faut imaginer un triangle ou un espèce de trapèze où on a 2,20 m d'écart entre nos deux têtes, mais nos pieds se touchent. Et puis ensuite, on a un carré à l'intérieur. En mètres carrés, c'est très compliqué en fait à décrire. Il fait 3,80 m de largeur au plus large. Donc le carré, il doit faire 4 mètres sur 5-6 mètres, pas plus. Et on est principalement assis avec la possibilité d'être debout quand même dans le couloir en fait. Donc on tient debout hein, dans ce bateau, il fait peut-être 1,90 m 95. Euh, voilà, et puis il y a une cabine à l'arrière qui était celle des enfants, où ils avaient une banquette de part et d'autre en fait. D'accord, ok. Ouais, c'est vrai que du coup, l'espace était quand même assez limité quand même pour un voyage aussi long Oui, finalement. oui, oui, c'est exigu. Après, on avait quand même chacun nos espaces. On avait aussi le cockpit qui du coup devenait un espace de vie à part entière. On pouvait le fermer intégralement. Donc quand il fait beau, tout est ouvert, on est à l'extérieur, c'est un peu comme une terrasse. Et quand il faisait pas beau, qu'il y avait de la pluie ou du vent, on pouvait tout fermer avec comment dire, des bâches en plastique. Je sais pas comment on appelle ça en français, des clears, et qui permettent de faire un peu comme une véranda en fait. Hmm. Du coup, voilà, on est bien à l'intérieur. Et puis, mais oui, ça reste exigu. Concernant l'itinéraire, vous êtes parti de la Nouvelle-Zélande. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'itinéraire global avec, on va dire, les stops et les principaux pays? Alors, de Nouvelle-Zélande, on est arrivé en France en 16 mois et on a visité 17 pays. Donc, on a fait 17 escales. Et on est passé d'abord à Fidji, parce que c'était le premier pays qui était ouvert. Nous, on est parti juste l'année après le Covid, quand les frontières se rouvraient. Mais il y avait plein de pays dans le Pacifique, plein d'îles qui n'étaient pas encore ouvertes, notamment la Nouvelle-Calédonie. Au départ, moi, je voulais commencer par la Nouvelle-Calédonie. C'était une traversée un petit peu plus courte. Et puis finalement, on a opté pour Fidji.
Et j'ai pas regretté parce que c'est un de mes coups de cœur justement. Donc je crois qu'au niveau navigation, mes 3 coups de cœur c'était Fidji, la Thaïlande et la Grèce, simplement parce que c'est des pays où on peut naviguer avec des navigations très courtes et passer d'une île à l'autre assez facilement. Et du coup, ça offre plein de possibilités. Voilà, on n'a pas besoin de faire des navigations longues. Les eaux sont superbes. On peut plonger. Il y a une faune et une flore incroyables. À Fidji, un des coups de cœur aussi, c'était de se balader, en fait, partir en rando sans avoir rien prévu, parce qu'on ne savait pas combien de temps on allait prendre. Et on pouvait trouver des papayes ou des bananes dans les arbres. Donc voilà, on avait le casse-croûte assuré. Ça, c'était chouette. Il faut savoir que les vents dominants, en fait, qu'on va chercher, c'est les alizés qui tournent d'est en ouest. Donc on allait depuis la Nouvelle-Zélande principalement à l'ouest, avec le petit crochet par Fidji au départ, mais après tout le reste c'était de l'ouest. Donc on est allé en Nouvelle-Calédonie, ensuite on a fait le Vanuatu qui est un archipel au large de l'Australie. Ensuite on a rejoint l'Australie à la pointe nord, donc au détroit de Torres. Ensuite on est allé en Indonésie, de là en Malaisie par le détroit de Malacca, en Thaïlande, au Sri Lanka, aux Maldives, et puis là on a rejoint le canal de Suez. Donc à l'époque il n'y avait pas encore, il n'y avait pas encore, c'était une période où il n'y avait pas trop de pirates. On avait regardé sur un site, on pouvait regarder. Du coup on s'est arrêté en Érythrée, au Soudan, en Égypte, et ensuite quand on était en Méditerranée, après le canal de Suez, on est allé à Chypre, en Grèce, en Italie, la Corse, et puis arrivé à Marseille. Ça donne trop envie, tous ces pays, franchement, c'est magnifique, quoi. C'est vraiment le rêve Oui. absolu. Alors, tu sais quoi, quand j'ai préparé les questions, je voulais justement te poser une question sur les pirates. Et je me suis avisée en me Oui. disant, bon, faut que tu arrêtes de raconter des histoires à tes enfants sur les pirates. Mais finalement, tu vois, t'en parles. Alors, tu peux nous dire, en fait, ce qui se passe là-bas, c'est quoi le sujet des pirates? Alors le sujet des pirates, c'est des zones de tension parce qu'on passe juste à côté de la pointe du Yémen et de la Somalie. C'est des zones qui sont en conflit, où il y a eu par le passé des kidnappings, etc. Généralement, c'est sur des yachts plus grands. Enfin, voilà, les actions, ça va être sur des yachts un peu plus grands. Mais c'est vrai que on n'est pas à l'abri. Alors, il y a des protocoles en cours. Donc, on est dans un espèce de ce qu'ils appellent un corridor ou un couloir protégé. En fait, quand on arrive vers cette pointe de l'Afrique, il y a une zone qui est définie par des coordonnées, en fait, une espèce d'autoroute comme ça pour les bateaux, où d'un côté c'est pour les cargos qui naviguent dans un sens, une autre bande pour les cargos dans l'autre sens, et puis entre ces deux bandes, il y a une toute petite bande réservée aux bateaux de croisière en fait. Et la zone est patrouillée avec des patrouilles maritimes et aériennes. Donc dès qu'on y arrive, en fait, on peut se déclarer et puis on a un message de bienvenue. Alors nous, je crois qu'on quand on est arrivé, c'était une patrouille japonaise. Je suis plus sûre, mais voilà, on est en contact radio. Ils nous expliquent que s'il y a un incident qui arrive dans un rayon de quelques kilomètres autour de notre bateau, on sera averti. Et de la même façon, si on soupçonne quoi que ce soit, il faut les avertir. Nous, on n'a pas eu trop de, comment dire, de frayeur. On a juste eu une fois en pleine nuit un bateau avec de la lumière et on s'est demandé ce qu'il fabriquait là parce qu'il n'était pas dans le bon sens, enfin il n'était pas au bon endroit et on pense que c'est juste un pêcheur qui n'est pas au courant de tous ces protocoles et des zones qui sont pas censés, où ils ne sont pas censés naviguer. Voilà. D'accord, ouais, donc c'est vraiment quand même hyper contrôlé quand même. Ils rigolent pas, quoi, de Oui. patrouiller comme ça. Oui, c'est contrôlé. Et puis, je sais que cette année, hein, il y a quand même plein de gens qui décident de ne pas le faire, de pas faire Suez, que ce soit l'année dernière ou cette année, il y a eu des incidents reportés. Donc, c'est des zones voilà, qui sont en conflit. Donc, Ouais, qui dit conflit, dit on peut s'attendre à tout. ouais, ouais. Et elle dure combien de temps cette traversée? Alors, nous, la traversée des Maldives jusqu'en Érythrée, ça a duré 25 jours. C'est pas censé durer aussi longtemps, mais bon, c'est quand même tout l'océan Indien qu'on a traversé, plus un petit bout de la mer Rouge. Et en fait, pourquoi on a mis aussi longtemps? C'est parce qu'on ne savait pas exactement où on voulait atterrir. On ne savait pas entre Socotra, qui est une petite île qui appartient au Yémen, mais qui est vraiment à la pointe de la Somalie, euh, ou Djibouti, ou le Soudan. Et comme on avait une incertitude sur où on voulait atterrir à la fin, on a voulu garder tout notre diesel jusqu'au bout, donc on n'a quasiment pas mis le moteur. Et c'est pour ça que pendant les premiers jours, en fait, on n'a quasiment pas avancé, il n'y avait pas de vent, les voiles faisaient n'importe quoi, et c'était
stressant pour les nerfs. Mais quand on arrivait, en fait, tout le monde s'est dit ah bah zut, on est déjà arrivé. Donc au bout de 25 jours, tout le monde avait trouvé son rythme de croisière, hein. C'est le cas de le dire. C'est chouette. Et le Soudan, pourquoi s'arrêter là-bas? Alors quand on y est passé, il n'y avait pas encore la guerre qui s'était déclenchée. C'est vrai que c'est un pays dont on parle peu, qui est pas touristique du tout, mais c'est un stop qui est autorisé et donc qui est permis pour les yachties, avec un port à un endroit où c'est assez pratique en fait de s'arrêter pour refaire de la nourriture, refaire de l'eau, refaire du gasoil. Et donc on savait que ce serait un peu pas le dernier stop avant la remontée de la mer Rouge, mais quasiment. Disons que le dernier stop où peut vraiment se rapprovisionner. Donc on voulait, ensuite on avait envie de s'arrêter dans l'Afrique noire, je pense que c'était un désir. Et puis on était toujours en contact sur des groupes Facebook ou alors par radio en fait avec les gens qu'on rencontre sur le trajet qui nous avaient dit que ça valait le coup, que c'était très différent, que les gens étaient très sympas et effectivement c'était très paisible. Voilà, je me rappelle que l'impression c'était que c'était sale et pauvre et tout ce qu'on veut, mais une impression de paix, de gens très souriants, très gentils, qui voulaient tous se faire prendre en photo avec nous, en fait, qu'on les prenne en photo. Et c'était assez rigolo de se balader sur le marché. Moi, je me rappelle quand on est arrivé, c'était à la tombée de la nuit. On avait des copains qui étaient arrivés quelques jours avant nous, qui nous avaient préparé à manger. Et je leur dis, bon, j'ai un problème, j'ai pas de sous. Est-ce que c'est où le distributeur le plus proche? Et ils m'ont ri au nez. Et je leur ai dit, mais si, il va bien y avoir un distributeur. Et en fait, non, il n'y a pas du tout de distributeur. Il y a un panneau qui dit ATM quelque part. Mais on n'est pas du tout dans une zone urbanisée. Donc on a dû faire des transferts Western Union à la dernière minute pour pouvoir s'acquitter de nos frais de douane, etc. dans cet endroit. Le fait de partir en voilier, c'est un voyage qui est finalement très solitaire. Comment vous faites pour connecter avec d'autres familles? Tu vois, tu parles de solidarité, d'amis qui t'ont préparé un repas. Comment vous faites pour créer des rencontres et des liens? Alors, c'est à double tranchant en fait, parce qu'il y a des moments de grande solitude où on croise personne, on est à des ancrages où on est seul au monde, où ça fait à la fois rêver et à la fois on aimerait bien avoir de la compagnie. Mais quand on est dans des zones un peu plus fréquentées, et là tout de suite en fait on sait que c'est tellement rare qu'on noue des liens très rapidement. Donc nous on a rencontré des familles à Fidji. Il y avait beaucoup de gens qui partent juste avant l'hiver de Nouvelle-Zélande pour aller passer l'hiver à Fidji en fait. Ils partent 6 mois avec leurs enfants et ils reviennent après. Donc à Fidji on était avec des connaissances. Et puis ensuite, de fil en aiguille, on rencontre des gens. Puis comme si c'est des gens qui font un demi-tour du monde comme nous ou qui finissent un tour du monde, on en a rencontré plusieurs. En fait, on a un itinéraire qui est assez standard parce que c'est comme si on prenait l'autoroute. On va chercher les vents dominants, les alizés. Et du coup, on se retrouve au même port. Et à peu près avec le même timing, parce que le timing, il est dicté par la météo et par les saisons, en fait. Donc, il y a des moments où on peut passer, où on peut faire telle traversée. Mais du coup, on a des itinéraires assez semblables, avec des timings assez semblables, et on reste en contact. Donc, si on se croise et qu'on voit qu'on a des enfants qui s'entendent bien, les enfants, généralement, nous tannent pour qu'on attende ou qu'on retrouve les gens qu'on a rencontrés. On se sépare et puis on se retrouve comme ça. Et il existe des groupes où vous vous connectez directement sur le port. Concrètement, ça se passe comment? Alors concrètement, ça se passe comment? Il y a plusieurs moyens de communiquer. Il y a des groupes Facebook déjà quand on est dans certaines zones du monde. Donc il peut y avoir des groupes de familles navigants en Indonésie ou je sais pas, des choses comme ça, ou bateaux qui vont passer la mer Rouge en 2024. Alors nous c'était en 2023. Mais du coup, on peut connecter via des sites Facebook ou alors on s'échange nos coordonnées quand on se croise quelque part. Le premier réflexe, c'est de se donner nos numéros, enfin nos identifiants de bateau et de téléphone satellite. Donc ça, on peut communiquer même quand on est en mer en fait. Donc on s'est beaucoup envoyé des textes pour se prévenir quand on passait des zones météo un peu craignos. Si on savait qu'il y avait un bateau qui était à quelques heures derrière nous, on disait attention, il y a un grain qui arrive. Donc on reste en contact comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça peut aussi prendre la forme de d'autres copains qui ont navigué avant, qui ont connu des gens et qui nous disent vous apparemment vous serez à peu près au même moment en Thaïlande que tel bateau, ça vaut le coup de regarder s'ils sont là.
Et nous, ça nous est arrivé, j'avais oublié le message, je l'avais reçu 1 mois et demi avant et on était sur le point de partir de Thaïlande, on partait le lendemain. Et en fait, je regarde sur mon chart plotter, donc là où on voit tous les petits points qui sont des bateaux et on peut voir les identifiants si les gens se déclarent. Et le premier bateau sur lequel je clique, en fait, c'était le bateau de copains de copains et qui venait d'arriver après une traversée de 12 jours. Donc on est tout de suite allé les voir, ils étaient quelques centaines de mètres de notre bateau, on a pris l'annexe, toc. On est allé les voir, leur dire bonjour, leur souhaiter la bienvenue et puis de fil en aiguille, on a pris l'apéro à bord, on leur a ramené le dîner puisque c'est eux qui venaient de faire une longue traversée et on s'est pas vu pendant plus d'1 mois et on s'est retrouvés au Soudan avec ces gens-là. C'est dingue comment tu peux te connecter comme ça, même en pleine mer, et cette solidarité, je trouve ça génial en fait, parce que tu vis le voyage à plusieurs finalement, c'est Oui, fort. oui, oui, ouais. Ça nous arrive aussi la nuit de voir une petite lumière. Donc c'est pas souvent, hein, mais de voir une petite lumière au loin et on se dit ah tiens c'est marrant, c'est une étoile qui est un peu basse et de se rendre compte que c'est un bateau qui a plusieurs kilomètres et la journée on le voit quasiment pas en fait. Mais ça nous est arrivé comme ça de naviguer en parallèle de quelqu'un et puis là on peut prendre la radio avec la VHF. C'est chouette, c'est vraiment très chouette. On parlait du coup du Soudan et cette zone qui était un petit peu critique. Est-ce que durant les traversées, il y avait d'autres zones qui étaient critiques ou est-ce que vous avez rencontré des soucis ou des petites frayeurs à certains endroits? Oui, alors il y a 2 petites frayeurs, c'est quand on était en Indonésie et en Malaisie. En fait, il y a ils appellent ça des fish aggregating devices, donc des espèces de trucs, de structures en bambou qui mettent dans l'eau pour que les poissons s'y agrègent pour que ce soit plus facile de pêcher. Et ça, par exemple, on ne le voit pas la nuit. Donc ça nous est arrivé de passer très près de ces trucs-là, il faut être hyper vigilant. Mais nous, on n'a jamais eu de problème. On sait on a des bateaux qui les ont percutés. Une autre anecdote, c'est avec des copains avec qui on a navigué en fait depuis l'Australie jusqu'à la Malaisie. On était quasiment tout le temps ensemble. Et une nuit, ils se sont réveillés alors qu'ils dérivaient. Et c'est parce qu'un pêcheur les avait encerclés de son filet de pêche. Et on soupçonne que c'était mal intentionné parce que c'est des pratiques dont on nous avait avertis. Et en fait, quand on coupe le filet pour se libérer du filet et que l'ancre elle raccroche, ils viennent et d'un seul coup ils nous demandent 500 $ parce qu'on a coupé leur filet. Ouais, ça c'était des petites vigilances. C'est pas sympa. Il y a des petits trucs comme ça qui peuvent se passer. Comment tu fais quand tu arrives à bord d'un pays, que tu dois demander une autorisation pour aller dans un port ou pour si tu veux mouiller un peu au large? Quoi les pratiques? Qu'est-ce que tu dois faire à ce moment-là? Alors, généralement, ça se prépare avant. En fait, on ne peut pas quitter un pays sans savoir où on va, quel est le pays d'arrivée. Il faut imaginer que c'est un peu comme en avion. On ne peut pas prendre un avion qui va à une destination surprise. On part d'un pays pour aller dans un autre pays. À part si on a un pépin en route et que là il faut changer les plans, mais généralement on appelle le pays avant ou on lui envoie des documents avant. On demande une espèce de pré-autorisation en fait d'arriver dans ce pays. Donc on a déjà complété des documents et une fois qu'on arrive là-bas, on se déclare, on appelle à la radio. On s'est renseigné à savoir dans quel port on peut arriver. On ne peut pas faire les formalités dans tous les ports, donc il faut savoir où on peut arriver. Parfois on peut tricher, arriver dans un pays, s'ancrer dans des endroits avant même d'avoir passé la douane officiellement. On sait les pays où c'est autorisé ou en tout cas toléré, etc. En Thaïlande, il y a tout le bas de la Thaïlande où c'est à peu près ok de s'y ancrer avant d'arriver au gros port de Phuket dans la baie d'Ao Chalong. Mais du coup, dès qu'on arrive, on est censé se présenter aux autorités et là ils font un contrôle des passeports, une importation temporaire du bateau, ils vérifient selon qu'ils sont stricts ou pas la nourriture ou les biens qu'on va avoir à bord, ça peut être la trousse de pharmacie, etc. Donc en fait il y a quand même un contrôle pour pas qu'il y ait de trafic. C'est quand même assez lourd à gérer finalement toute cette charge administrative à chaque arrivée. Oui, ça peut prendre entre 1 ou 2 heures jusqu'à plusieurs jours. Il y a des gens qui ont été bloqués, pas seulement pour arriver, mais aussi pour partir de certains pays où on ne leur donne pas les documents qu'il faut et où ils doivent attendre. C'est le cas de l'Indonésie. En fait, l'Indonésie, c'est un immense pays avec plein d'îles différentes et ils n'appliquent pas vraiment les mêmes règles selon l'île sur laquelle on se trouve. Et nous, on a eu de la chance quand on y est allé. Thomas a réussi à faire les formalités, je crois, en 12 heures. Donc il est parti le matin super tôt avec quelqu'un qui l'accompagnait en scooter à tous les 4 coins de la ville. Et il est revenu à 19 h, il a fait ça y est, j'ai tous les papiers.
Et je pense que c'était presque un record, c'est-à-dire que les gens mettaient au moins 2 jours pour s'acquitter de toutes les formalités dans cet endroit. Donc là, on était hyper contents. Alors concrètement, quand tu es à bord comme ça, en famille, vous aviez fait le choix de ne pas partir avec des équipiers, donc vous étiez tous les quatre. Alors, 4. comment ça se passe à bord entre la navigation, la gestion des enfants, la logistique à bord? Alors, quand on est en traversée, en fait, la logistique, c'est... Nous, on prenait des quarts de 3 heures, donc on s'alternait toutes les 3 heures. Moi, j'avais le quart du matin, 6 heures du matin jusqu'à 9 heures. Ensuite, Thomas prenait le relais de 9 heures à midi. J'étais là de midi à 15 heures, etc. Et donc, voilà, on dort le plus qu'on peut pendant la nuit. Et la journée, bah, on se repose, on fait quand même des siestes parce qu'avoir le sommeil morcelé comme ça, voilà, en tout cas moi je suis pas super capable de le faire. Et puis pour les enfants, bah, alors les enfants ils se géraient surtout tout seuls en faisant de la lecture, des jeux, etc. On essayait quand on était en traversée de dire que de 10 heures à midi c'était le temps consacré à l'école. Donc ça c'était une tentative. Si on écoute mon aîné, il va dire qu'on a peut-être travaillé 1 à 2 heures par semaine plutôt que tous les jours. Mais en tout cas, l'envie était là. Et puis sinon, ouais, si on est ancré, en fait, là, on essaye de vraiment faire en fonction de la culture, de ce qu'il y a à faire sur place. On s'impose beaucoup moins de routine, on va dire. Mm. Voilà. Oui, il y a vraiment le rythme, on va dire, quand vous êtes en traversée, et puis le rythme quand vous êtes plus sur la partie voyage, posé. Selon le climat aussi, bah, la routine elle est un peu imposée. S'il fait très chaud, enfin, ça nous est arrivé de se dire bah, entre telle heure et telle heure on fait quasiment rien, c'est la sieste, c'est les devoirs d'école, etc. Juste parce qu'il fait trop chaud et qu'on peut pas aller à terre. Quand tu faisais tes quarts, donc toi tu sais naviguer, tu as ton permis. Pas de permis en tant que tel, je suis en train de penser. Moi j'ai fait des formations pour savoir tenir mon bateau et savoir me débrouiller si jamais il arrivait quelque chose à Thomas. J'avais qu'une crainte, c'est qu'il lui arrive quelque chose et que je sois complètement prise au dépourvu avec mes 2 enfants. C'était hors de question. Du coup, je sais manœuvrer mon bateau toute seule. Après, voilà, je suis pas une grande navigatrice. Il y a des choses qui demandent de la force physique que j'ai pas forcément. Mais oui, je pouvais changer les voiles, border, choquer, prendre des décisions, etc. Il y avait juste que quand c'était la nuit, ce qu'on s'était dit, c'est que s'il faut faire des manœuvres au mât, ou en tout cas sortir du cockpit, on s'appelait pour garder un œil l'un sur l'autre. Donc c'est arrivé quelques fois que Thomas fasse les manœuvres tout seul et moi ça me stressait parce que j'étais en dessous et j'entendais en fait les bruits de pas sur le pont. Donc je savais très bien qu'il était en dehors et ça me faisait stresser à mort. Mais la plupart du temps, oui, on essaye d'être autonome quand on prenait l'écart. Après, ça m'est arrivé quand il y avait des grains qui arrivaient, de le réveiller pour qu'on fasse les manœuvres à 2. C'est quand même super flippant de se dire que bah, en fait vous êtes deux, vous comptez l'un sur l'autre et que tu n'as pas le droit à l'erreur quelque part. Il n'y a pas de plan B quoi. Bah, ouais, le plan B, c'était que les enfants étaient quand même bah, un peu plus grands. Enfin, c'était pas des enfants en bas âge, donc on pouvait leur déléguer quelques trucs. C'est arrivé que dans des moments où on était hyper stressés, parce que les conditions étaient mauvaises, on soit tous les deux en haut et qu'on leur demande de nous faire à manger, de s'occuper de certains trucs. Donc ça, c'était chouette en fait. Moi, j'avais peur en partant que ce soit un peu des poids d'avoir des enfants, et en fait, ça a été plus une aide. Donc ça, c'était un point super positif. Et puis sinon, il faut se dire que ça arrive quand même très rarement qu'il y ait des conditions défavorables où ça demande la vigilance extrême de tout le monde. Oui, parce que du coup, les fenêtres météo, j'imagine qu'elles sont hyper cadrées et que vous savez quand même à quoi vous attendre quand vous partez en traversée. Oui, c'est ça. Bah, alors pour les longues traversées, on ne peut pas prévoir à long terme, hein, mais disons qu'on choisit des saisons qui sont favorables, on choisit une fenêtre quand on part. Après, avec des petites surprises parfois, hein, mais c'est vrai qu'on essaye de contrôler le max de ce qu'on peut contrôler, en acceptant qu'il y a toute une part qui est juste imprévisible. Mais pour revenir aux enfants qui font à manger, c'est top parce que eux, ça a permis aussi de développer aussi un peu plus l'autonomie, la responsabilité un peu familiale. C'est chouette aussi, j'imagine, pour eux, quoi. Oui, oui, complètement. Moi, un de mes meilleurs souvenirs, c'est de les voir partir, tous les enfants en annexe, à la découverte voilà, d'une plage où nous, on n'avait pas encore envie de mettre pied à terre, mais en fait, ils décident de partir tout seuls, de se débrouiller avec le hors-bord et de faire leur vie. Donc, ouais, pour la prise d'autonomie, c'est top. Ah ouais, c'est super chouette, quoi. Puis eux, ils doivent se sentir comme des aventuriers, quoi. C'est comme sensation, j'imagine que pour des jeunes enfants, ça Ouais, doit être ouais, fou. ouais, carrément.
Ouais, Et ils ont adoré. Un des souvenirs qu'ils répètent tout le temps, c'est quand ils étaient au Soudan et qu'ils ont trouvé un squelette de dromadaire dans le désert. Et ça, franchement, ça claque quand même, hein, comme souvenir à raconter. J'avoue, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent rebondir dessus. C'est vrai. Tu en as parlé un petit peu, mais l'école à bord, est-ce que tu peux nous en parler? Comment tu avais géré ce système? Parce qu'en plus, vous étiez expatriés, enfin, vous viviez en Nouvelle-Zélande, retour en Oui, France. Donc, en termes de scolarité, ouais. ils étaient un petit peu en stand-by entre les deux. Quel choix tu as fait par rapport à l'école? Alors déjà, quand on est parti, on avait cette idée de faire un demi-tour du monde, mais on avait aussi laissé toutes les options ouvertes, de se dire si ça, jamais ça nous plaît pas, si la première traversée, on se rend compte que c'est pas notre truc et qu'on veut pas continuer, on garde les liens avec la Nouvelle-Zélande. Donc en Nouvelle-Zélande, c'est comme en France, hein, l'éducation est obligatoire. Donc en partant, quand on a dit à l'école qu'on partait, ils nous ont transférés à l'école en ligne qui s'appelle Tekula. Et en fait, c'est un programme auquel on peut inscrire les enfants, c'est gratuit. Et ils ont un vrai prof, mais qui a une classe virtuelle avec des enfants qui sont éparpillés aux quatre coins du monde. Il leur donne en fait des exercices à faire, il les corrige et selon leur progrès, il va en donner des plus difficiles ou des plus faciles, faire des leçons sur tel ou tel truc. Et une fois par semaine, je crois qu'il essayait de faire un créneau qui était à peu près OK pour tous les enfants de sa classe, pour qu'ils puissent se parler, faire des jeux ensemble et se voir en visio en fait. Mm. Donc ça marche très bien quand on est dans un pays où on a l'internet. Quand on est en navigation, pas du tout. Donc dans les grandes navigations, ça marchait pas. Et à la place, on avait des cahiers, des passeports vacances, des Mon Coach, des tout savoir. On avait pris ça en Nouvelle-Calédonie, justement. En Nouvelle-Calédonie, d'ailleurs, on savait pas non plus combien de temps on allait rester. Donc dès qu'on est arrivé, on a scolarisé les enfants. En tout cas, on a voulu le faire. Le petit est allé en classe de CE2 dans une école quasi bilingue à Nouméa. Le grand n'a pas été accepté au collège, on était en cours d'année, et puis finalement, lui, il faisait ses exercices à la maison. Du coup, voilà, on avait un espèce d'hybride entre des choses à faire sur l'ordinateur, des cahiers à faire en navigation, et puis au bout d'un certain temps, on a dit à l'école en Nouvelle-Zélande, écoutez là, nous, on est sûr qu'on va rentrer en France, donc on va basculer sur le système français. Donc on va arrêter le programme néo-zélandais et ils nous ont pas demandé plus en fait. On a juste dit, voilà, on va pas rentrer en Nouvelle-Zélande, donc on va arrêter le programme et on a basculé entièrement sur des programmes français. C'était pas par le CNED, hein, c'était complètement autogéré puisque à l'époque, voilà, la France, enfin les enfants n'étaient pas inscrits à l'école française du tout. Ouais, parce que finalement, ils n'avaient jamais suivi de parcours, à part en Nouvelle-Calédonie, mais ils n'avaient pas suivi de parcours français de base du tout. C'est ça, ouais, c'est ça. Et même le petit parlait pas en français. Nous, on lui parlait en français, il nous répondait en anglais. Avec son frère, il parlait en anglais. Donc c'était un peu une problématique. On se disait comment il va s'en sortir quand il va revenir en France. À Nouméa, il a pas mal basculé en français, c'était chouette. Ensuite, on a reçu mes beaux-parents pendant 3 semaines en Thaïlande. Et là, pareil, ça fait un petit déclic où il s'est mis à parler français. Et finalement, ils sont arrivés. Lui, il était en CM2 et le plus grand en 4e. Et aucun problème. Voilà, aucun problème scolaire. Le fait d'avoir endossé cette casquette de maman prof, ça a été ou c'était quand même conflictuel? Alors moi c'était pas moi la maman prof, c'était papa prof. En fait il y avait beaucoup de choses que... Enfin moi j'étais assez... comment dire le mot m'échappe mais j'avais pas beaucoup d'énergie dans les traversées. Donc c'était surtout mon conjoint qui assurait ce qui était faire à manger, faire l'école, etc. Enfin moi j'étais en charge du pain, je faisais le pain tous les matins. Donc on avait du pain frais quasiment tous les matins, ça c'était Le chouette. luxe, Mais en tout quoi. cas, l'école c'était surtout lui. Et il y avait un petit peu de conflit, mais enfin, en fait, quand on s'est rendu compte qu'ils progressaient hyper bien sur leur programme, que au tout début, en fait, sur le programme néo-zélandais, le plus grand, il est passé tout de suite à la classe supérieure. En fait, il a masterisé son programme d'une année en quelques mois. On s'est dit non, mais en fait, il ne faut pas les embêter sur le programme scolaire. En plus, il s'est trouvé qu'à chaque fois qu'on visitait un pays, on en profitait pour faire l'histoire, la géographie du pays. Voilà, donc tout était du savoir direct et pertinent en fait avec ce qu'on faisait. Donc je pense que ça a été beaucoup plus intégré. Et maintenant, ils ont une culture folle. C'est chouette. Ouais, parce qu'en fait, quand tu visites un musée dans le pays, ça a quand même beaucoup plus d'impact que de faire un cours dans un livre. Ça, c'est évident, puis c'est Ouais. beaucoup plus ludique pour eux, quoi. Oui, oui, puis même pour eux de voir que dans les programmes, il y avait l'Égypte, la Grèce, et qu'ils y étaient allés, en fait, voilà, ça fait une connexion en fait entre le programme et ce qu'ils ont vécu, Ouais. et ça fait un truc 2 fois plus fort. Concernant
Les traversées que vous avez faites, les traversées les plus longues, c'était combien de temps en moyenne? Alors, on a fait Alors, la première traversée, c'était 11 jours entre la Nouvelle-Zélande et Fidji, mais on s'est arrêté une nuit dans un lagon en plein milieu de l'océan. Donc voilà, était un peu entrecoupé, c'était une semaine puis 3 jours. On a fait une longue traversée aussi du Vanuatu à l'Australie, donc là c'était plein ouest depuis le nord du Vanuatu jusqu'au détroit de Torres. On est arrivé, ça a mis 11 jours je crois aussi là, ou 13, peut-être 13 jours. Et puis la grande traversée, c'était vraiment l'océan Indien, là où on a mis 25 jours. Mais à part ces 3 grandes traversées, on a fait voilà, des trucs un peu plus petits. Quand on est passé de Fidji en Nouvelle-Calédonie, c'était quelques jours. De Calédonie à Vanuatu, c'était peut-être 2 jours. Donc voilà. Comment tu les prépares et comment tu les anticipes, ces grandes traversées? Alors comment on les anticipe? Avec un peu de nervosité quand même. Moi, ma principale mission, c'est d'être sûr qu'on ait à manger. Donc j'étais responsable approvisionnement. Du coup, comme j'aime bien qu'il y ait un sentiment d'abondance sur le bateau, ben, je faisais les courses en plusieurs fois en fait. Donc pour être sûre d'avoir assez. Et là, comme ça, je pouvais me dire, ah mince, j'ai oublié ça, mais c'est pas grave, j'ai prévu de le faire de toute façon en 3 courses, etc. Il y a aussi que quand on est parti de Nouvelle-Zélande, j'ai fait un énorme approvisionnement je sais pas combien de coffres de voitures j'ai remplis, mais pour justement remplir les coffres d'Obélix qui étaient hyper chargés de plein de produits qu'on ne trouverait plus après, du chocolat, des choses qui allaient peut-être nous manquer, des fruits secs. Et en fait, on a eu des vivres qui nous sont tenus plus de 6 mois. En fait, moi, j'avais fait un approvisionnement pour que ça dure, qu'on soit autonome, en tout cas en produits secs, pour 6 mois. Et puis après, on trouvait les choses. Qu'est-ce qu'on se prépare aussi? On va préparer toutes les formalités de douane, donc savoir où on va atterrir, etc. Et puis on fait la route à peu près par où on va passer. La première traversée qu'on a faite, on a pris l'aide de quelqu'un, en fait, un météorologue retraité qui nous aidait et on lui envoyait des rapports tous les jours en lui disant notre progrès, comment ça s'était passé, parce que lui, il avait les rapports météo, mais entre les prévisions météo qui sont, voilà, et la réalité, parfois il y a un décalage. Donc on lui faisait des mises à jour comme ça et il nous disait ce qui allait se passer dans les 3 prochains jours, par où va aller mieux passer, etc. Mais en fait, c'était bien pour la paix de l'esprit, mais on a assez peu écouté ses conseils, puisque nous, on n'avait qu'une idée, c'est d'aller s'ancrer dans ce lagon en plein milieu de l'océan qui s'appelle Minerva Reef, qui est un endroit où très peu de gens vont parce qu'il n'y a rien à faire. C'est un lagon qui est uniquement qui découvre à marée basse, mais à marée haute, ben, c'est juste l'océan. On voit rien à part peut-être un petit peu de blanc autour parce que la mer casse, enfin les vagues cassent sur les récifs. Mais voilà, c'était un peu un délire qu'on voulait accomplir et qui marquait le premier succès familial. Ça devait être magnifique quand même, enfin, ça doit être incroyable de voir. Ouais. Là, c'était. Je pense qu'on était tous. Ouais, presque. On était très euphoriques, en fait, d'arriver là. On avait bataillé pendant 24 heures contre le vent, à la fin au moteur, avec des conditions effroyables. Mais parce qu'on ne faisait pas la route qu'on nous avait indiquée. En fait, on essayait de faire un détour vers l'est pour aller s'ancrer dans ce lagon. Et puis après, une fois qu'on était ancré, c'était quand même chouette. Après une semaine en mer, on avait eu des débuts un peu difficiles. Pendant 2 ou 3 jours, on se relayait tous à vomir. On s'était dit, mince, on n'a pas choisi le bon projet dans notre vie. Mais là, c'était la cerise sur le gâteau. On est arrivé, on a trouvé les langoustes là où on nous avait dit qu'il y aurait les langoustes, parce que ça c'est aussi des plans de navigateurs. On dit ok, t'arrives dans ce lagon qui fait 2 km de diamètre, tu pointes au nord, tu vois les rochers, tu mets ta main et tu vas trouver des langoustes. Mais non. Et puis pouf, on trouve les langoustes. Bah si. Mais c'est complètement dingue. Ouais. Ouais, donc là j'imagine Ouais. que ça devait être une sacrée joie de profiter de ce moment et de cet endroit après une semaine de Ouais. bataille, quoi. Ouais, complètement. Alors on s'est fait un repas décadent, c'était langoustes et pancakes au Nutella. Le rêve, je dirais même le luxe total. C'est ça. Oui, je voulais rebondir sur les provisions et concernant l'eau. Oui. Vous aviez quoi comme système à boire? Alors nous, on était un des seuls bateaux à pas avoir de désalinisateur. On voulait garder les systèmes les plus simples sur le bateau. En fait, on a très peu de systèmes électriques. Les pompes sont à pied, hein, tout est mécanique. Et l'eau, on avait 500 litres dans des réservoirs. On avait 2 réservoirs d'eau.
qui sont propres, donc on pouvait boire à même le réservoir sans besoin de filtrer. En tout cas, on n'a jamais été malade avec notre eau. Il y a eu de l'eau un peu terreuse en Égypte et puis de l'eau qui avait un sale goût dans un autre pays. Mais, euh, mais on se débrouillait comme ça. Et on avait également des bidons, en fait, des bidons qu'on mettait sur le pont, qu'on avait dans certaines cales, donc de l'eau de réserve. Si jamais on arrivait au bout des réservoirs, on savait ce qui nous restait. Et puis, on utilisait l'eau avec parcimonie. Donc, par exemple, un des trucs, c'est que quand on faisait cuire du riz ou des pâtes, on mélangeait de l'eau salée en pleine mer et de l'eau douce. Quand c'était la douche, c'était généralement douche à l'eau salée et ensuite on se rince juste avec l'eau, avec une petite bouteille d'eau en fait qu'on utilise pour vraiment maîtriser la quantité d'eau qu'on utilise. Ou alors on faisait au gants de toilette pendant les traversées. Donc voilà, il y avait une bonne maîtrise en tout cas de notre quantité d'eau. On n'avait pas vocation à être autonome trop longtemps, donc on savait qu'on retournait à la civilisation régulièrement pour aller faire le plein d'eau. Donc ça n'a pas été bloquant, on va dire. Ça, nous, la douche, c'était un système très sommaire où c'était un bidon de désherbant en fait. On avait mis du scotch noir tout autour, donc on le faisait chauffer sur le pont du bateau au soleil. Mais ça contenait, alors c'est 4 ou 8 litres, mais on arrivait à faire 2 douches avec ça. Donc si on voulait se laver les cheveux, moi c'était 4 litres max. Et ça c'était quand on n'était pas en navigation évidemment. Ouais. Mais voilà, c'était avec un système de pompe, tu vois, comme les désherbants avec un tuyau et puis un pommeau de douche à la fin. Ouais, ouais, je vois Mais quoi là ça encore, ressemble. c'est voilà, très C'est minimaliste. ouais, c'est bien. Et du coup, ma dernière question, c'est la question médicale. Voilà, qu'est-ce que tu avais pris les médicaments, mais est-ce que tu avais fait une formation de premier secours, par exemple, pour gérer les petits bobos et gros Oui, bobos? et oui, effectivement. Alors, quand on part de Nouvelle-Zélande, ce qu'il faut savoir, c'est que il faut passer un certificat qui s'appelle catégorie 1. Et en fait, ce certificat, c'est la même rigueur que pour les gens qui font de la course au large. Donc même si nous on fait que de la croisière, on a les mêmes exigences de la part des autorités que les gens qui font de la course au large. Donc on doit être certifié, on doit avoir pas seulement les premiers secours, mais aussi sauvetage en mer. Voilà, il y en a certains diplômes qu'on doit avoir. On a aussi une trousse à pharmacie exhaustive avec tous les produits qu'il faut absolument avoir à bord. Et tout ça, c'est contrôlé pour nous donner le petit papier qui nous dit oui, vous pouvez partir de Nouvelle-Zélande. Donc effectivement, on a fait des week-ends de formation à recoudre de l'échine de porc, on va faire des points de suture, à faire des simulations d'accidents, etc. Pour se mettre en condition. Et en fait, le truc, c'est surtout pour se dire que s'il nous arrive quelque chose, on déroule, on sait ce qu'il faut faire, en fait, qu'on ne soit pas pris au dépourvu. Après, je touche du bois, mais il ne nous est rien arrivé, Dieu soit loué. Le seul truc qui nous soit arrivé, c'est Thomas qui s'est ouvert le visage en sautant dans des chutes d'eau en Australie, mais ça c'était sur Terre. Donc il n'y avait pas. Voilà. Et puis il y avait des gens, là pour le coup, il y avait une infirmière qui s'est chargée de tout ça. Donc ensuite on est allé à l'hôpital, 23 points de suture, mais heureusement on n'a rien eu de tout ça sur le bateau. En tout cas, tant mieux que tout se soit bien passé. Par rapport à ta crainte dont tu parlais au début de l'épisode, t'as pas eu peur à un moment donné qu'un enfant tombe à l'eau Ouais. Si, c'est une crainte qui est toujours là. Alors, à chaque fois, j'essaie d'évaluer le risque. Hein. Du coup, on évalue tous ensemble le risque, ce qu'on est d'accord d'accepter. Et alors, on avait quand même des règles très très strictes au tout début. En fait, c'était dès qu'on sort de la cabine, on a notre gilet de sauvetage. Dès qu'on sort du cockpit, on est attaché. Donc, attaché aux lignes de vie qui courent le long du bateau d'avant en arrière. Donc, à ce niveau-là, nous, notre cockpit, il est assez sécurisant. On ne peut pas sortir du cockpit sans avoir fait exprès. Donc voilà, il y a quand même une intention et on sait qu'avant de sortir, on s'attache. Donc on appliquait ça. Après, quand on s'est baigné en pleine mer, la première traversée, et là il y avait zéro vent, hein. C'était zéro vent, calme plat, on a baissé les voiles. Et malgré tout, on s'est attaché la première fois parce qu'on avait tellement peur qu'il nous arrive un truc. Il y avait toujours quelqu'un qui restait sur le bateau qui surveillait les autres. On avait une vigilance extrême, probablement démesurée avec la situation. Et au fil du temps, en fait, on a relâché un petit peu voilà,
les précautions qu'on prenait. On s'est laissé traîner derrière le bateau quand il était sous voile, quand ça allait vraiment pas vite. Alors, avec toujours quelqu'un qui regardait et on était attachés. Mais disons que voilà, on prenait un peu plus de liberté entre le sentiment de liberté et le sentiment de contrôle. Quand les dauphins venaient aussi à l'avant du bateau, quand les conditions étaient favorables, pareil, on n'avait pas forcément de gilet de sauvetage. Alors je sais pas si je dis ça, ça va peut-être faire hurler des gens, mais en tout cas, c'était toujours réévalué en fonction de la situation. Oui. Et puis en fait, finalement, j'imagine qu'avec le temps, vous êtes plus confiant, vous avez plus confiance en vous et dans vos règles. Et finalement, peut-être qu'il y a des choses qu'on lâche aussi, voilà, pas par maîtrise, parce que c'est pas la maîtrise à 100%, mais vous faites plus confiance, vous connaissez peut-être plus vos limites. Oui, oui, oui. Alors il y a un peu de ça, mais moi j'avais toujours la crainte que justement c'est quand on devient un peu complaisant avec cette maîtrise qu'on peut faire des erreurs. Donc je pense que j'étais quand même toujours assez vigilante. Voilà, la peur des enfants à l'eau, ça a été quand même un truc qui m'a suivi. Mais c'est la première règle du bateau, hein. On reste sur le bateau. Mais se laisser traîner derrière le bateau, ça doit être dingue. En pleine mer, en plus, ça doit être flippant quand même de nager en pleine mer au milieu de rien. Ouais. Bah, après, c'est super beau. La couleur de l'eau, c'est incroyable. La visibilité, c'est fou. C'est un sentiment. Ouais, c'est un des sentiments les plus chouettes, je pense qu'on puisse éprouver. Bah, ça fait une super transition pour mes dernières questions. Du coup, cette sensation de liberté et revenir à une vie normale, on va dire, plus sédentaire. Comment ça se passe ce retour? Alors, là, ça fait 1 an qu'on est revenu. Et j'avoue que pendant cette année, ça a été très focalisé sur faire en sorte que les enfants s'adaptent bien. Alors bon, ils sont adaptés hyper facilement, ils ont tout de suite eu des activités. Au collège, à l'école, ça s'est bien passé, ils se sont fait des copains, ils se moquaient un petit peu de leur accent, mais pas tant que ça, et finalement ils sont pas trop fait charrier. Moi j'étais tellement focalisée sur ce que tout se passe bien, qu'on retrouve du boulot, qu'on ait une routine, etc., que on regardait juste en avant. Mais après, le bilan des 1 an, je trouve que c'est plus difficile en fait. C'est presque là où on se dit waouh, je sais pas, c'était bien avant, c'était bien le voyage. C'est vrai qu'on a réussi à se réadapter, mais est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut? En fait, tu te rends pas compte parce que tu es dans l'installation, tu te réinstalles, tu veilles à ce que tout le monde aille bien. Une fois que tout est posé, que tout est remis un peu au carré, oui, tu es un peu nostalgique de cette liberté que tu avais avant et de ce voyage. Ouais, puis là, c'est du coup le moment de se reprojeter dans quelque chose. Donc, on ne sait pas quel sera le prochain projet, mais en tout cas, moi, ça me manque d'avoir quelque chose Ouais, en ligne de mire. J'imagine. Et puis après un tel projet comme ça, la barre est haute, hein, j'ai envie de dire. Oui. Donc, il y a l'autre moitié à faire. Oui, c'est vrai. Mais non, du coup, oui, donc pour l'instant, il n'y a pas de projet, c'est encore en réflexion. Il n'y a rien de concret. Ouais, quoi. je pense qu'on a tous envie de repartir, mais les enfants pour l'instant sont tellement bien où ils sont que c'est pas envisageable, en tout cas dans l'année qui suit. Okay. Eux, c'était très clair que cette année, c'était on capitalise sur la stabilisation. Comment va Obélisque? Eh ben, Obélix va très bien. On habite toujours à bord. Ouais. Obélix, oui, il va très très bien. On a fait quelques tours en mer par-ci par-là. Après, sur la côte méditerranéenne, là où on est, à Carnon, dans le sud de Montpellier, il y a très peu d'ancrage. Hein. C'est des bandes de sable. Donc, il y a peu d'endroits protégés pour aller se faire une nuit à l'ancre. On l'a fait 2 fois. C'était pas le plus confortable possible. Mais en tout cas, on y est toujours bien. Ok, ça marche. Et donc, du coup, vous vivez toujours sur votre bateau? C'est ça, on vit toujours sur le bateau. Pareil, on repose les questions de temps en temps, à savoir si les gens n'en ont pas marre. Je pense que je suis la seule à dire que j'en ai un petit peu marre de l'exiguïté, du bordel qu'il peut y avoir quand les enfants font leurs devoirs et étalent tous leurs cahiers partout. Donc, on va voir ce que l'année offre. C'est chouette. Merci infiniment, Salomé, d'avoir répondu à mes questions. C'était un plaisir d'écouter votre histoire. Eh bien, de rien. Merci beaucoup de m'avoir invitée sur ce podcast. Et puis à bientôt pour la prochaine traversée, la seconde, l'autre moitié. Absolument. Merci, à bientôt. J'espère que ce témoignage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire et des étoiles sur votre plateforme d'écoute. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau témoignage de parents voyageurs. Je vous dis belle semaine. Bye.